Bonsoir, bonsoir à tous, internautes. 14e live de l'invité du jeudi. Ce soir, nous recevons Elian, Armand, salut, et Bonsoir. évidemment Pat, qui est fidèle parmi les fidèles, et moi-même. Nous allons parler ce soir du jeton Le Merci et de la blockchain. Voilà. Pat, à toi, balance. Merci à tous de nous rejoindre ce soir sur ce live. Merci à Elian et à Armand d'être présents. On voulait présenter ce projet qui est intéressant au niveau de l'échange entre personnes, le jeton Merci, qui est basé sur l'éco-sociabilité, si je ne me trompe pas. Voilà, donc les projets comme ça, oui, éco-social. Et donc les fonctionnements de la blockchain aussi via Elian. On pourra peut-être parler de ce qui est en ce moment, ce qui se prépare. Voilà, donc je vous laisse la parole à Armand, si tu veux commencer. Oui. Donc, tu souhaites que je présente le Merci? Oui, bien sûr. Tout à fait. Ok, alors, donc le Merci, c'est une monnaie citoyenne qui a été inventée il y a une dizaine d'années. Elle est issue des systèmes dits éco-sociétal. Donc, l'éco-sociétalisme, c'est un système économique qui a été pensé par André Jacques Holbeck, un ancien pilote Concorde qui s'est reconverti dans l'économie. Et donc, il a fait un bouquin là-dessus et il y a eu donc tout un groupe de personnes qui se sont réunies pour chercher comment mettre en œuvre cette économie citoyenne éco-sociétale. Et c'est de là qu'est né le Merci. Alors, il y a 10 ans, c'était quand on parlait de monnaie parallèle, ça parlait à personne vraiment. Il n'y avait pas vraiment les technologies pour les mettre en place, donc c'est quelque chose qu'on a un petit peu mis dans le tiroir en attendant que son temps soit venu. Et il semblerait que ce soit le cas maintenant, puisqu'on a la blockchain qui nous permet de mettre des jetons en place d'une manière assez simple et surtout d'une manière très fiable. Et donc, on va pouvoir comme ça se créer notre propre outil de mesure de notre activité. Et en plus de ça, on la contrôle, c'est-à-dire qu'on va pouvoir décider d'un peu de quelle philosophie on veut appliquer à notre économie. Donc, qu'elle respecte l'humain, qu'elle respecte l'écologie, évidemment, mais aussi qu'elle favorise pas que les compétences, mais aussi l'utilité sociétale d'une personne. Donc, on le voit bien ces derniers temps, il y a plein de métiers qui sont très utiles, qui ne demandent pas forcément de compétences, mais de par leur utilité, ça mérite un salaire qui soit beaucoup plus élevé que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Donc ça, c'est ce que le Merci propose de faire. C'est donc voilà un outil citoyen, un marqueur de notre travail. D'ailleurs, on a sorti un acronyme du Merci. À l'origine, c'était pas prévu, mais il y a un acronyme qui va plutôt bien. C'est de dire marqueur équitable et responsable de citoyens interconnectés. Voilà, donc c'est un marqueur parce que ça permet de marquer le travail de chacun. Alors quand je parle de travail, c'est d'une manière vraiment générique. C'est pas que le travail, ce n'est pas que le travail lié à l'emploi. Donc ceux qui ont un peu écouté Bernard Friot voient très bien ce dont je parle. C'est le travail que vous pouvez faire chez vous. Quand vous réparez une voiture chez vous, vous faites le même travail qu'un mécanicien. Si vous tondez votre pelouse, vous faites le même travail qu'un jardinier. Si vous gardez vos enfants, c'est celui d'une nounou, etc. Donc, il y a toute une valorisation du travail qui n'est pas du tout faite aujourd'hui dans notre société et qu'on pourrait faire. Donc, le marqueur permet de marquer toutes sortes de travail, même s'il n'est pas lié à l'emploi. Ensuite, il est... oui. Attends, donc, on partirait sur une base d'un revenu, on va dire universel, même si c'est pas le mot, avec des bonus. Il y a donc l'éco-sociétabilité d'un produit, enfin plutôt d'une production, d'un travail. C'est un facteur qu'on prend vraiment en compte avec le Merci. Le revenu de base dont tu parles, c'est l'un des revenus qu'il y a effectivement dans un système éco-sociétal. Alors en fait, les revenus ont une grosse particularité dans ce système, c'est qu'ils sont tous de la création monétaire. On crée de la monnaie pour former les revenus, toujours. La contrepartie à ça, parce que comme vous savez, si on émet de la monnaie comme ça constamment, notre marqueur, il va marquer rien du tout. Ça va juste être des plus 1 qui auront aucune signification. Donc il faut les retirer aussi à bonne mesure.
Et pour nous, la bonne mesure, c'est la consommation. C'est-à-dire que lorsque vous payez, vous remerciez un producteur de vous donner sa production, en fait, les merci, vous les brûlez. Ils disparaissent du système. Voilà, donc si on veut essayer de faire un parallèle, aujourd'hui, on va essayer de dire que ce sont les crédits qui permettent les salaires. Ça pourrait être ça. Par contre, aujourd'hui, un crédit, il faut le rembourser et en retour, vous avez rien acheté. Là, avec le merci, si on veut faire la comparaison, bon, bah, on fait un crédit pour créer la monnaie du revenu, que ce soit le revenu de base ou le revenu de l'emploi. Et le consommateur va, lui, rembourser quelque part le crédit quand il va faire son achat parce que c'est cet acte-là qui va retirer ce qui représente les richesses qui vont être consommées, c'est-à-dire le marqueur, le merci. Voilà. Donc, donc oui, il y a un revenu de base, effectivement. Hein, le revenu de base, il est justifié de deux manières. Il y a une manière qui est philosophique, dans le sens où on dit que si on est dans une société qui peut fournir à chacun d'avoir de quoi vivre dignement, au moins la base, autant qu'on le donne. Si c'est possible de le faire, on n'a pas de raison de ne pas le faire. C'est ce qu'on se dit. Et la deuxième justification, c'est celle dont je parlais tout à l'heure, qui rejoint le discours de Bernard Friot, c'est de dire qu'il y a énormément de travail qui n'est pas valorisé aujourd'hui. Aucune monnaie ne sait valoriser ce travail qu'on fait dans notre vie privée, qu'on fait avec nos voisins, nos enfants, etc. C'est du vrai travail. On trouve souvent des entreprises qui le font d'ailleurs, et il n'y a pas de raison que ce soit pas monétisé. Voilà. Ok. C'est vrai qu'il y a quand même un autre concept dont là je n'ai pas parlé, qui est vraiment très important. Hein, c'est la compensation éco-sociétale. Dans l'éco-sociétalisme, on va définir qu'il y a des, comme je disais tout à l'heure, des métiers qui ont une utilité forte et d'autres moins. Et en fait, ça génère une compensation. Quand on va remercier le producteur, on ne va pas remercier que son salaire, on va aussi remercier un peu plus. Et ce plus, en fait, il est variable selon l'éco-sociabilité du produit, de manière à pouvoir payer les gens qui font un travail qui est très utile, de pouvoir les payer bien, sans pour autant que ce soit du coup le consommateur qui paye cher. Donc on mettrait une compensation très faible, et sur un métier moins éco-sociétal, il y aura une compensation plus haute. Voilà, donc comme ça met chacun devant ses responsabilités finalement. Donc on choisit un métier sociétal, on gagnera plus. On choisit de consommer quelque chose qui n'est pas forcément éco-sociétal, il nous coûtera un peu plus. Donc on remet en valeur ce qu'on parlait un peu avec Elian, c'est remettre en valeur les petits artisans. C'est un peu tout ça. Alors l'avantage d'une monnaie qui se crée pour former les salaires, c'est effectivement que l'entrepreneuriat est facilité. On n'a pas besoin de trouver un investisseur, on a juste besoin de prendre son temps, de prendre son talent et de le mettre en œuvre. Et à partir de là, ça justifie qu'on crée des merci pour ce revenu qui est alors un revenu d'activité. Alors évidemment, c'est pas un jeu. Donc si on voit que l'activité n'est utilisée par personne, ce revenu d'activité, il sera arrêté. Même si on touche quand même le revenu de base qui lui est universel, qu'on travaille ou pas, on le touche. Ça, c'est pas conditionné. Donc oui, ça favorise l'entrepreneuriat. Je préfère dire entrepreneuriat parce que comme on disait tout à l'heure, effectivement, les artisans, moi je me considère comme artisan parce que je travaille à mon compte, mais effectivement, je bricole rien. Je suis ingénieur en informatique. Ça n'empêche que je bricole des logiciels pour les gens qui en ont besoin, sur mesure, exactement comme pourrait vous faire ça un tailleur ou je ne sais pas qui. Donc voilà, tous les métiers sont concernés, je pense, par ce besoin d'exercer ce qu'on veut faire de manière libre et puis sans forcément dépendre d'une banque qui vous a prêté de l'argent ou d'un grand groupe qui voudrait vous exploiter ou je ne sais pas quoi d'autre. On a envie de faire les choses de par nous-mêmes un peu. Donc le merci permet de favoriser ça, effectivement. Ok. Elian, tu vas nous expliquer un petit peu la blockchain, le rôle avec le jeton et ta vision un petit peu de tout ça. Oui, alors, je pense qu'avant de rentrer dans les détails, voilà, parce que du coup, forcément, Armand, il maîtrise ça depuis longtemps. Il est lui dans le détail, forcément, parce que c'est l'artisan du merci. Il est bon quand même de rappeler des principes plus généraux, c'est-à-dire que pourquoi s'intéresser à la mise en œuvre d'un système comme ça de marqueur de valeur. Que le merci, c'est un jeton. C'est un jeton qui va permettre de marquer les valeurs. Et la valeur, ça va être quoi? Ça va être l'échange entre les personnes et dans un esprit bien particulier qui est celui de favoriser la participation à l'intérêt général, de favoriser ce qui consiste à
être plutôt positif envers le bien commun, l'intérêt général, le fonctionnement en société, et ce qui est à peu près le contraire de ce que fait l'euro. Donc, un des principes généraux qu'il faut rappeler, c'est qu'une monnaie, bien souvent, elle est comprise comme un absolu, c'est-à-dire que via l'euro, il peut y avoir que l'euro, ou éventuellement, il pourrait y avoir l'euro ou le franc, si on était resté au franc. En réalité, des monnaies, il y en a eu des milliers au travers de l'histoire. Une histoire qui commence à la préhistoire, hein, parce qu'il faut se rappeler que l'être humain n'a pas 2000 ans d'histoire, hein, bien qu'on soit en 2020, on n'a pas que 2020 années d'histoire. En réalité, l'humain, c'est 7 millions d'années d'évolution dans la nature, et au travers de millions d'années, voilà, le genre Homo a émergé et a toujours très tôt à utiliser des marqueurs de valeur. Ça a pu être des coquillages, ça a pu être du sel, ça a pu être certains cailloux pierres taillées tirées de certains types de roches, etc. Donc c'est très ancien. Les jetons marqueurs de valeur, c'est quelque chose qui est aussi vieux que l'humanité, et il faut se rendre compte que la monnaie qu'on utilise actuellement, l'euro, est une monnaie imposée. D'accord ? Elle a été imposée par les Maastrichtiens, elle a été imposée par l'Europe de Bruxelles, elle est imposée par le Deep State, hein, ou l'État permanent, et c'est un long programme quasiment, enfin, c'est un long programme autoritaire, ça c'est sûr, j'allais dire dictatorial, mais bon, on pourrait, sur la sémantique, jouer avec les mots, mais en tout cas, ça a été imposé de façon autoritaire. La preuve, c'est quand il y a eu un référendum maastrichtien, il n'a pas été écouté, et la réponse négative de la population, en fait, les dirigeants se sont assis dessus, et en réalité, la monnaie telle qu'on la vit aujourd'hui, au travers de l'euro, est une pure convention. C'est une convention qui intéresse, qui a été créée par le monde néolibéral des banques, et qui intéresse les banques et qui est fait au profit des banques, et ce n'est pas une monnaie citoyenne réalisée au profit des citoyens. Et en fait, au travers du projet éco-sociétal dont l'origine remonte à ce monsieur Bernard Friot, donc bon, moi c'est Armand qui m'a fait découvrir moi aussi. Alors, l'éco-sociétal, c'est André Jacolbec. Bernard Friot, oui, c'est les concepts de travail qui n'est pas forcément lié à l'emploi. Oui, pardon, voilà. Et donc là, nous on fait une contre-proposition à l'euro. C'est une monnaie. Alors, on peut l'appeler monnaie, on peut l'appeler jeton, on peut l'appeler jeton marqueur de valeur, on peut l'appeler token. Monnaie, il y a toutes sortes de façons de le désigner. Si on le désigne par monnaie, bien souvent c'est pour faciliter la compréhension, mais en réalité, un jeton peut faire plus de choses qu'une monnaie. Mais si on propose un jeton marqueur de valeur, donc une nouvelle monnaie, c'est pour proposer un nouveau système de valeur, parce qu'à chaque monnaie est associé un système de valeur. Il faut savoir que l'euro, donc qui nous a été imposé par les banques, est associé à toute une législation extrêmement sophistiquée en matière financière, qui permet aux banques privées aujourd'hui de créer la monnaie. Et comment elles créent la monnaie ? En fait, elles créent la monnaie par la dette. Ouais. Donc, les gens qui travaillent vont à la banque, demandent un prêt, donc demandent 150 000 euros pour acheter un petit appartement, et au moment où la banque prête les 150 000 euros, en réalité, elle ne les a pas. Donc, la banque fait inscrire un chiffre. Elle a le droit, en fait, de marquer en face du numéro de mon compte un nombre d'euros. Donc, par exemple, 150 000. Et à partir de ce moment-là, c'est moi qui, en remboursant les 150 000 euros plus le taux d'usure, l'intérêt, qui vais créer la monnaie associée à ces 150 000 euros. Et ça, en fait, on ne te l'apprend pas à l'école, t'inquiète pas, on ne te l'apprend pas au lycée, on ne te l'apprend pas à l'université, on ne te l'apprend nulle part. D'ailleurs, je crois que c'est un président américain qui a dit si les gens savaient comment l'argent est créé, ils casseraient tout. Bon, ils feraient la révolution, ou je sais pas, mais c'était à peu près ça la citation. Et donc, on est tout à fait, en tant que population, moi j'aime bien la définition d'Onfray qui dit le peuple, c'est ceux sur qui le pouvoir s'exerce. Donc nous sommes le peuple, nous sommes la population. Il y a un pouvoir qui a réussi à se mettre en place, un pouvoir
donc néolibéral, extrêmement jusqu'au boutiste dans ses visions mondialistes, libérales, qui veulent casser le droit du travail, ils veulent casser les contraintes légales, ils veulent faire en sorte que ils veulent l'ubérisation du monde, hein, c'est-à-dire qu'ils veulent que tout un chacun soit comme ça en état de précarité permanent et social, entrepreneurial. Ça a terminé, on doit tous être des salariés mal à l'aise au sein de grands groupes internationaux qui gèrent les gens à l'appel. Et c'est ça, ces dirigeants-là, donc, qui ont réussi à se hisser au pouvoir et qui après mettent en place des stratégies qui les intéressent. Et parmi leurs stratégies, il y a la création d'une monnaie. Donc nous, en tant que population, on est tout à fait légitime à vouloir rejeter cette monnaie parce qu'elle a été bâtie sur des valeurs qui ne sont pas les nôtres, et lui préférer une monnaie qui serait bâtie sur des critères qui sont beaucoup plus normaux, qui sont des critères de gens sains, de gens, braves gens, et qui veulent favoriser des principes, parce que la monnaie est porteuse de principes. Voilà. Donc, voilà, juste rappeler ça, le fait que une monnaie est associée à des valeurs, est associée à des stratégies, et que en s'opposant à la monnaie des banques et mettre en place un nouveau système monétaire populaire, on va dire, c'est à la fois tout à fait sensé et c'est tout à fait réalisable. Donc, cette monnaie sert surtout pour remettre l'humain au centre de la société. C'est ça qui est important. Oui, Armand peut revenir là-dessus à propos de l'éco-sociétalisme. Alors effectivement, ça remet, pardon, ça remet les personnes au centre parce qu'elles deviennent maîtres de l'économie à laquelle elles participent. Donc, et c'est étant donné que c'est pas la dette qui crée la monnaie, mais le travail de chacun, que ce soit à la maison ou au sein d'une entreprise ou au sein d'un entrepreneuriat individuel. C'est bien nous qui sommes remis au centre. C'est notre travail pour créer cette monnaie, pas la dette. C'est nous. Voilà, les différents critères éco-sociétaux qu'on voudrait mettre en place, ce seront des décisions qui seront prises collectivement, voire même encore mieux que ça, on réfléchit aussi à des solutions dites émergentes, c'est-à-dire grâce à l'informatique, aujourd'hui on peut faire des analyses très poussées de ce qu'on fait. Et on pourrait choisir d'avoir des algorithmes qui nous aident selon notre utilisation de notre économie, donc l'offre, la demande, comment on fait les choses, de favoriser tel produit ou tel autre produit. Voilà, automatiquement, parce qu'on aura décidé qu'il nous faudrait des algorithmes qui sachent faire ça. Quoi. Voilà. Ouais. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un peu l'esprit de la blockchain d'ailleurs. Hein. On essaye d'enlever un tiers qui déciderait de tout à notre place ou qui gérerait tout à notre place. En l'occurrence, quand on utilise une blockchain et qu'on crée un jeton qui est un marqueur, on se passe des banques. On a plus besoin des banques pour certifier les transactions qu'on va se faire entre nous. Pour les décisions, c'est merci dans cet esprit-là aussi de les faire prendre par chacun d'entre nous. Et donc on revient au centre. Voilà, on maîtrise ce qu'on fait. Et on arrête de demander l'autorisation à une banque de est-ce qu'on a le droit de consommer le fruit de notre propre travail. Quoi. On demande pas, on le fait ici. Et dans ce système-là, il y aurait des banques, une banque centrale, comment ça pourrait fonctionner? Il y aura une coopérative. Voilà. Donc donc ça, on est en train de voir comment on met ça en place parce qu'après il y a la question donc, quand il y a des groupes qui viennent me voir. J'aimerais que d'office ils soient intégrés à la coopérative pour prendre les décisions vraiment globales qu'on peut pas automatiser ou qu'on peut pas mettre en vote ou je sais pas quoi. Hein. C'est pas à moi de décider ce genre de choses. Voilà, donc là, il n'y a pas une banque centrale avec un PDG qui décide des choses ou même quelqu'un qu'on va élire. L'idée, c'est une gouvernance quand même transversale. Après, c'est sûr que pour l'instant, il y a des moteurs comme Elian ou moi qui dans la barque, mais ça c'est temporaire, j'espère bien. Ok. Et alors, ce système de blockchain, Elian, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Parce que j'ai pas mal d'internautes qui m'ont posé des questions et on va faire un live et on va parler de ça. Oui, alors, la blockchain, c'est devenu une espèce de gros mot. Hein.
Ce qui est important de comprendre, c'est que, en fait, avec l'émergence d'Internet, a émergé des nouvelles architectures de réseau. Donc, architecture, tout le monde peut comprendre. Je veux dire, quand on bâtit une maison, on le bâtit avec un architecte qui va appuyer la solidité de l'édifice à partir de l'architecture. Donc, on a pour ça, encore une fois, l'histoire. On a l'histoire des cathédrales en France. Donc, des édifices religieux qui démarrent avec l'ancien roman, le roman, le néo-roman, et puis après le gothique, le néo-gothique. Et en fait, tout ça s'est appuyé toujours sur l'amélioration des architectures. Donc, l'amélioration des matériaux et l'amélioration des architectures. Donc, au fur et à mesure, on a pu élever, grâce à l'amélioration des techniques architecturales et l'amélioration de fabrication des matériaux, on a pu fabriquer des bâtiments, des édifices toujours de plus en plus complexes, de plus en plus grands, de plus en plus, alors à la fois solides et souples, donc capables de supporter aussi les secousses telluriques. Et c'est comme ça qu'on a le viaduc de Milo, ou qu'on a la tour de Burj Dubaï de 800 mètres de haut à Dubaï. Et avec l'informatique, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que c'est développé grâce à la capacité de relier entre eux des ordinateurs. C'est développé des nouvelles architectures réseau. Et il faut savoir que l'être humain, sa capacité première, c'est ce qui fait que c'est une expérience de la nature qui a réussi en termes de déploiement fantastique de la biomasse humaine sur la planète, c'est que l'humain est capable de créer des réseaux extrêmement sophistiqués. Donc là encore, moi je fais souvent référence à la préhistoire. Oui, bien sûr. Je suis passionné de préhistoire, et ce qui a fait l'émergence, ce qui a favorisé la suprématie de Homo sapiens sur l'homme de Néandertal, c'est que l'homme de Néandertal en fait vivait en petite communauté qui était assez peu connectée avec les autres communautés, et au contraire Homo sapiens très tôt, alors qu'ils ont vécu aux mêmes époques. Aujourd'hui, on le sait, grâce à l'archéologie, on sait que c'est à peu près pendant 300 000 ans, les Homo sapiens ont vécu en même temps que Néandertal, Néandertal étant plutôt en Europe, et Homo sapiens étant uniquement en Afrique. Et quand Homo sapiens a remonté vers l'Europe, en fait, il a fini par dominer le milieu néandertal parce qu'il crée des réseaux. Les sapiens se relier, se rencontrer, échanger des savoirs, échanger des femmes, échanger des gènes, des chromosomes, etc. Et c'est ce qui fait la force dans la nature de Homo sapiens, alors pour le meilleur et pour le pire, c'est les réseaux et l'architecture de réseau. Et en fait, les différentes civilisations ont installé des architectures de réseau. La Pax Romana a installé donc, dans toute l'Europe jusqu'en Asie centrale un système de réseau humain basé sur le droit romain. Et de loin en loin, on arrive jusqu'à créer donc des réseaux humains qui passent par les réseaux de communication. On se souvient de notre Minitel, et puis on est passé, après le téléphone, on est passé au Minitel, après le Minitel, on a commencé à voir arriver l'Internet, et avec l'Internet, qui au départ était quelque chose de très confidentiel entre laboratoires d'abord militaires, puis après laboratoires scientifiques, est venu émerger le web qui a mis en relation, là par contre, tout ordinateur qui pouvait se connecter sur les réseaux de communication, et au fil des années, en fait, les réseaux d'architecture, les architectures de réseaux de communication entre les gens, entre les ordinateurs, se sont améliorées sans cesse. Voilà. Jusqu'à arriver, alors, je sais pas, l'Internet, c'est quelle année moi, je me souviens d'être connecté à Internet en 92. La démocratisation a commencé en 92, mais je dirais c'est 70. L'invention du protocole HTTP, c'est vers ces eaux-là. Voilà. Attendez, j'ai une question pour vous. J'ai une question. Ne pensez-vous pas que cette monnaie qui émerge déjà ne verra jamais le jour quand on voit la frilosité des gens? Ne serait-il pas utile de s'unir? Alors bien sûr, ça, il est utile de s'unir, ça c'est certain. Donc nous, après, on pense ce système, Armand le réalise techniquement,
Après, il est évident que ça ne vivra que si un grand nombre de personnes sont d'abord mises au courant, donc il faut communiquer, et puis surtout comprennent à quel point ce serait puissant que les citoyens créent leur propre monnaie. Bon. Je finis pour l'explication de la blockchain. Donc, là, Armand, il a parlé de protocoles, justement, qui ont été à la base des débuts d'Internet. On parle de protocoles, ces protocoles, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce sont des conventions qui sont créées, qui sont sous forme de programmes, hein, c'est-à-dire in fine, on sait que c'est des coupures 1, 0, 1 de courant à l'intérieur des processeurs des ordinateurs. Mais tout ça fait que, petit à petit, on a amélioré les architectures réseau pour arriver, alors que voilà, l'Internet c'est 70, la démocratisation c'est 90, et en 2008 émerge un truc extraordinaire, créé par des architectes de réseau qui créent le fameux Bitcoin. Donc en fait, le Bitcoin, alors c'est pas la monnaie des dealers, c'est pas la monnaie du dark web, ou c'est pas la monnaie des voyous. Ça, c'est ce que disent ceux qui ne voudraient pas que ça existe. Donc, essentiellement, évidemment, les États, les institutions, les banques. Au contraire de ça, le Bitcoin, c'est une invention géniale, extrêmement sophistiquée. C'est extrêmement sophistiqué. Hein. Il y a très peu de gens qui peuvent comprendre. On ne peut pas comprendre spontanément ce qu'est la blockchain ou ce qu'est le Bitcoin. Hein. Ça nécessite vraiment de se pencher sur le sujet et de l'étudier sérieusement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est de l'architecture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de même qu'il y a eu dans l'histoire des architectes géniaux qui ont su bâtir les cathédrales gothiques, à un moment donné, il y a eu des architectes géniaux de l'Internet qui ont su bâtir des architectures de réseau qui ont permis de générer une monnaie, un jeton de valeur, qui était totalement sécurisé, totalement transparent et inviolable. Voilà. Donc, c'est comme si on avait quelque part, en architecture du bâtiment, réussi à produire des bâtiments quasiment indestructibles. Alors, c'est jamais indestructible, évidemment, mais c'est un bâtiment pour lequel l'effort de destruction est plus coûteux que le gain de la destruction. Et donc, quelque part, ils ont inventé le mouvement perpétuel au travers de cette architecture, puisque l'architecture de la blockchain est tellement forte que les murs sont tellement épais qu'il va falloir tellement de matière pour détruire les murs que, quelque part, ça vaut pas le coup, il vaut mieux bâtir un mur à côté. Armand, est-ce que l'image est correcte? Ouais. Oui, c'est une dépense d'énergie. Il faut être sûr que le jeu envahit la chandelle, c'est sûr. La sécurité est basée là-dessus, sur le fait qu'il faille déployer des moyens énormes pour réussir à corrompre ce genre de système. Et le coût de ces moyens, voilà, est-ce que ça vaut le coup? Voilà, vraiment. Après, rien n'est infaillible, évidemment. Hein. Faut pas croire qu'on a trouvé la perle, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est vraiment la pointe. On voit pas trop comment quelqu'un pourrait réussir à le faire. D'ailleurs, ça n'a pas été fait. Hein. Les problèmes qu'il y a eu sont jamais dus à la blockchain, sont dus à des programmes qui sont déployés sur la blockchain. Les programmes peuvent avoir des failles, mais la blockchain en elle-même, elle fait son travail. Hein. Pour l'instant, c'est inviolable. Pour l'instant. Voilà. On voit que on a Watchdog là qui nous suit et qui nous synthétise un petit peu ça, quoi. Et grosso modo, la blockchain est une structure de données. Chaque bloc de données sont reliés entre eux avec un chiffrement, tant sur le contenu du bloc que sur sa position, qui forme une signature unique et difficilement impossible pour l'instant de l'altérer. Voilà. Alors ça, c'est la description de comment on stocke les données, comment est faite la base de données. Mais l'autre chose très importante, c'est que c'est une base de données qui est décentralisée. C'est-à-dire que toutes ces données, ces petits blocs-là, qui forment la base de données, vous avez des milliers d'ordinateurs qui possèdent chacun une copie de cette base de données, de ces petits blocs. Et il faut qu'il y ait un consensus sur l'ensemble au moins la moitié des ordinateurs qui forment les nœuds de ce réseau pour que la donnée qui soit dedans soit modifiée. Donc,
quand on parle de dépenses d'énergie, il y a la dépense d'énergie pour réussir à réécrire les fameux petits blocs dont on parle, sachant que comme ils sont créés au fur et à mesure, bah, c'est une course qui est difficile à terminer, on va dire. Et l'autre puissance, c'est tout à l'heure je disais que les ordinateurs doivent se mettre d'accord entre eux, ce serait de réussir à mettre en place la puissance de calcul nécessaire à représenter plus de la moitié de la blockchain. Et quand on voit le nombre hallucinant d'ordinateurs qui sont mis en place pour, par exemple, le Bitcoin ou Ethereum, c'est une dépense de moyens vraiment très forte. On sait comment on peut le pirater. Je pense que c'est aussi sa force. Hein. On sait comment faut faire. Voilà, faut faire comme ça. Bah vas-y, fais-le maintenant. Et c'est ça le truc. Voilà. Et l'utilité de la blockchain qui peut changer demain. Alors là où ça change tout, ce qui change tout, c'est que la base de données, elle est décentralisée. C'est-à-dire que vous n'avez pas une personne qui va gérer les transactions, c'est des milliers de personnes. Donc, si vous voulez, par exemple, effacer une blockchain, il faudrait réussir à éteindre tous les ordinateurs qui stockent cette blockchain. Si vous voulez corrompre l'information, il faut corrompre plein d'ordinateurs, etc. Alors, quand le Bitcoin est sorti, c'est vrai que l'idée de départ, c'était de se faire une monnaie, de faire une monnaie qui soit indépendante du système financier. C'est une réponse aux différentes crises financières régulières qu'on peut vivre. Et donc le Bitcoin a certaines particularités, notamment c'est pas une planche à billets, et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est entre autres pour ça qu'aujourd'hui ça vaut si cher. Mais très vite est apparue une deuxième utilisation, c'est de se dire mais pourquoi mettre juste un petit programme qui fait des virements d'une monnaie, on pourrait faire plein d'autres choses. Et donc c'est là qu'est né des Ethereum, donc cette blockchain là, elle permet aux développeurs assez simplement quand même, de mettre en place des programmes qui seront exécutés sur la blockchain. Donc, ça veut dire que ce sont des programmes qui sont exécutés de manière fiable, aussi fiable que le transfert monétaire qu'on pouvait faire déjà sur ces blockchains. Voilà. En l'occurrence, les jetons utilisent ces fonctionnalités-là, c'est-à-dire j'écris des programmes que je déploie sur la blockchain et ces programmes sont exécutés par la blockchain. Même le développeur n'a plus la main sur ce qui est fait. Du moins, s'il a écrit des contrôles pour pouvoir contrôler des choses, mais ce qui est en place, c'est en place. On ne peut pas le modifier, on ne peut pas corrompre le fonctionnement. Voilà. Donc, on peut faire des votes, on peut faire tout ce qu'on veut. On n'est pas obligé d'échanger de la monnaie. On peut, la notion en Afrique, ils vont faire du cadastre avec ça, par exemple, pour inscrire dans l'arbre que tel terrain appartient à telle personne, ce qui évite beaucoup de problèmes de voisinage quand il y a des décès et qu'il n'y a pas d'héritier derrière, par exemple. Ça, c'est utilisé en Afrique, hein, je crois. C'est en route. Voilà, ils sont en train de penser à ça parce qu'il y a un vrai problème administratif. Et on pourrait effectivement faire plein de tâches administratives grâce à la blockchain. Et quand je vois là, par exemple, on a un bon exemple sous les yeux. Hein, ils sont en train de recompter aux États-Unis d'Amérique les votes tout le temps. Si on votait sur la blockchain, il n'y aurait pas ce genre de problème. Parce que le vote, il serait compté automatiquement. On pourrait voir tout de suite s'il y a eu des wallets, des comptes qui ont été rajoutés pour rien. C'est contrôlable, c'est transparent. Selon moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes qui tiennent les rênes ne veulent pas que les blockchains se mettent en place, parce que des choses qu'elles tiennent ne pourraient plus tenir. Elles auraient pu les tenir, il n'y a plus personne qui les tiendrait. Donc, oui, Alian, tu voulais compléter? Oui, à propos de ce que tu évoques, en fait, on peut le désigner de la formule du glissement du tiers de confiance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le système monétaire, en fait, le tiers de confiance est censé être l'État, et au travers donc de sa banque centrale, et la banque qui prête. Donc c'est eux qui sont les garants du fait que la monnaie qu'on crée, la monnaie qu'on utilise, avec laquelle on nous paye, avec laquelle on s'endette, est appuyée sur une institution fiable, donc le tiers de confiance. Le tiers de confiance, c'est aussi le notaire qui rédige l'acte de cession d'un bien, donc d'un immeuble, par exemple. Et sauf qu'il est arrivé quelque chose entre-temps, c'est que le tiers de confiance n'est plus fiable. Parce que l'État ment, les gouvernants mentent, ils trompent le citoyen, ils jouent un jeu biaisé, on a des élections qui sont manipulées, on a des médias qui sont manipulés, on a des banques qui veulent imposer, enfin qui sortent de leur rôle de banque et qui veulent imposer des modes de vie, qui veulent imposer des modèles sociaux, qui veulent peser sur les lois, qui veulent peser sur les règles, etc. Donc, en fait, le tiers de confiance est en train d'exploser.
il est plus de confiance, puisque, bon, encore une fois, le péché originel du référendum maastrichtien prouve que on s'assoit sur le peuple et qu'on n'en tient plus compte, et qu'on veut imposer donc des lois, des règles qui intéressent une partie de l'establishment qui n'intéresse pas la population, etc., etc. Donc le tiers de confiance qui était l'État, qui était le banquier, qui était l'officier d'État, etc., est en train d'exploser. Et ce qui est dramatique pour eux, c'est qu'au travers de l'architecture blockchain, ce qui se passe, c'est que c'est l'algorithme qui devient le tiers de confiance. C'est l'architecture réseau qui devient le tiers de confiance. C'est quelque chose qui ne ment pas, qui est inscrit dans le marbre, qui est inaltérable, qui est lisible par tous, qui est transparent. Et du coup, ça empêche les magouilles de banquiers, ça empêche les magouilles institutionnelles, ça empêche les magouilles politiciennes. Et donc, forcément, ils n'en veulent pas. C'est la fin du monde de l'ancien tiers de confiance, qui n'est plus un tiers de confiance. Voilà. Quelque part, Elian, quelque part, ça redonne la souveraineté au peuple dans différents domaines, en fait. Oui, tout à fait. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que si c'était bien compris, en fait, l'ensemble de la population devrait être extrêmement soucieuse de voir se mettre en place cette technologie, cette nouvelle forme d'architecture, cette architecture moderne. Voilà, c'est plus une architecture du bâtiment, c'est une architecture de réseau. On devrait être pressé de voir cette architecture se généraliser pour remplacer ce monde du mensonge qui est le monde institutionnel, qui est le monde maastrichtien, qui est le monde bruxellois, qui est le monde politique, et le remplacer par une initiative de la société civile qui est une architecture de réseau basée sur la blockchain. Donc, il faut se dire, je sais que vous travaillez sur quelque chose en ce moment, donc qui se prépare peut-être pour l'année prochaine, dans ce sens-là, quoi. C'est-à-dire redonner un peu de pouvoir aux citoyens qui veulent s'investir et redéfinir un petit peu. Pas qu'un peu. Genre, si les gens vraiment s'emparaient de ce qu'on est en train de créer, ce serait pas qu'un peu de pouvoir, ce serait énormément de pouvoir rendu, pouvoir souverain à la population. Ça peut être une assemblée citoyenne 2.0. Alors, c'est pas 2.0, c'est 3.0. 3.0. Voilà. Non, mais c'est vrai. Excuse-moi. Non, mais pas de souci, mais c'est important parce que ça montre quand même le virage qu'il y a eu avec la blockchain, parce que c'est vrai qu'il y a eu Internet d'abord, donc le protocole HTTP dont je parlais tout à l'heure, c'est celui qui vous permet de voir des pages web. Et puis il y a eu un premier virage, donc on parle de Web 2.0, c'est quand les débits ont été suffisants pour pouvoir transmettre du son et de la vidéo. Donc c'est le multimédia, on se parle comme ça. Ça, c'était le deuxième virage. Mais dans ce cadre-là, tout était encore hébergé sur des serveurs, par des hébergeurs, on les appelle comme ça. Les hébergeurs coulent, le site disparaît. Voilà. Deuxième virage, c'est pour ça qu'on parle de Web 3.0, c'est la blockchain qui utilise donc la technologie d'Internet, mais d'une manière qui fait que les choses sont décentralisées. Ça supprime donc, comme on disait, un tas de tiers de confiance. Donc voilà, donc en développement, nous, en tant que développeurs, en tant que techniciens, Web 3, on le lit constamment. C'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Web 3. Web 3. Voilà. J'ai une question sur la monnaie, Armand. Oui. Il y a plein d'autres monnaies jetons qui existent, la June, Lusco. Est-ce qu'elles peuvent rentrer avec le merci? S'allier avec le merci. S'allier, coexister, etc. Moi, c'est ce que je prône, tout à fait. Je suis totalement contre l'idée de croire qu'une monnaie doit être unique. Pour moi, c'est pas vrai. C'est comme si vous disiez qu'un marteau doit avoir la même forme, aussi bien pour l'électricien que pour le couvreur, alors que pas du tout, quoi. Chacun a besoin d'un marteau adapté à sa forme. Bon, je pense que pour nos activités humaine qui est de production souvent, que ce soit de la création, que ce soit ou autre, on devrait avoir le choix d'intégrer notre activité dans une économie qui nous ressemble, d'avoir l'outil qui va avec nos idées. Voilà. Donc celui qui veut faire du capital machin, il a déjà l'euro, tant mieux pour lui. Par contre, si on veut si quelqu'un voudrait avantager
des productions locales, se mettre à échanger facilement avec tous les producteurs du coin, etc., tout en fournissant un revenu de base à des personnes pour qu'en plus, en plus de ça, ça leur donne des clients tout simplement, mais aussi donc pour avoir la philosophie du partage, remettre au goût du jour ce truc-là qu'on oublie un peu, parce qu'aujourd'hui on paye des cotisations, on paye plein de choses qui sont censées faire ça, mais derrière, quand on arrive à l'hôpital, bientôt il va falloir qu'on paye quand même l'urgence. Hein. Ouais, Donc je me demande à quoi servent mes impôts, mes cotisations, etc., qui sont d'ailleurs totalement illisibles. C'est dilué dans tous les sens, il n'y a rien d'honnête là-dedans. Bon, ben voilà, moi, si demain je souhaite un système qui soit lisible, parce que dans l'écosociétalisme, la redistribution de richesse, elle se fait par la compensation sociétale qui est appliquée sur le prix de vente, on va appeler ça comme ça, et elle est que là. Il n'y a pas de truc caché, de machin, elle est que là. Vous savez exactement comment vous avez contribué au bien-être général. On regarde combien vous avez contribué juste pour vous-même en termes de salaire. Donc, le coût il y a plein de monnaies différentes, c'est très bien. Et il faudra qu'il y en ait de plus en plus. Et d'ailleurs, c'est tellement bien qu'ils nous ont déjà mis entre les mains plein de monnaies différentes, sauf qu'ils ont empaqueté ça sous des formes qui font que c'est tellement pratique qu'on s'en aperçoit pas. Mais quand vous avez des tickets restaurants, quand vous avez des points de fidélité, tout ça, ce sont des sortes de monnaies alternatives qui sont gagées sur l'euro, tout comme le sont quasiment toutes les monnaies alternatives. Il n'y a pas de différence. Alors après, il y a des monnaies qui se démarquent. La June, par exemple, effectivement, la June, elle n'est pas basée sur l'euro. Elle vaut ce qu'elle vaut. Elle a sa propre valeur. Le merci fonctionne aussi comme ça. Par contre, on peut choisir la June, par exemple, parce qu'on n'aurait pas envie de faire partie d'un. Enfin, l'écosociétalisme, il y a toutes les histoires de produits écosociétaux ou pas, etc. Ça, c'est des notions qui n'existent pas dans la June, donc ça peut être un choix de vouloir de cette monnaie-là, justement, parce qu'il n'y a pas ces notions-là. Chacun choisit la monnaie qui lui convient, j'ai envie de dire. Quoi. On choisit sa bagnole, on choisit... c'est un outil, hein, c'est un outil qui nous permet d'échanger. Donc pourquoi cet outil-là pour moi, il y a même une notion de biodiversité, tu vois, au travers de voilà, c'est ça. Des monnaies. Et on a vu avec les différentes crises que c'est mettre tous ses œufs dans le même panier d'avoir une monnaie unique. C'est quand même un risque assez confidentiel. Enfin, c'est incroyable qu'on fasse ça, même moi personnellement ça me choque. On a une seule monnaie, c'est dangereux et on le voit. Il n'y a même pas besoin d'expliquer en quoi c'est dangereux. Quoi. Toutes les crises le montrent. ouais, Il n'y a rien derrière pour se retourner. On n'a plus d'argent pour être payé, on n'a plus d'argent pour consommer. C'est sûr que c'est. Et ça, c'est pas normal. Il y a une chose aussi que je voudrais faire remarquer dans l'économie, c'est que dans l'économie, on ne maîtrise rien. C'est-à-dire que on maîtrise pas les connaissances. On peut pas claquer des doigts et hop, tout de suite on a découvert un truc. Ça prend du temps. On maîtrise pas le nombre de personnes qu'on a pour faire les choses. Par contre, il y a une chose qu'on maîtrise, qu'on peut enlever ou remettre tant qu'on veut, c'est la monnaie. Parce que la monnaie, c'est juste un symbole. Hein. Quand vous écrivez 100 € sur un billet, le billet, il vaut pas 100 €. Il le vaut parce qu'on s'est dit, tiens, hop, il le vaut. C'est la seule chose qu'on maîtrise et pourtant, nos économies s'écroulent régulièrement à cause de ce truc-là qu'on maîtrise totalement. Donc ça, c'est inacceptable, je veux dire. C'est totalement inacceptable. Moi, je veux bien qu'on ait une crise économique parce qu'on n'a plus personne pour travailler. Là, j'entends. Je veux bien une crise économique parce qu'on n'a plus de matières premières. Je comprends aussi, on n'y peut rien. Je veux bien une crise économique parce qu'on a un problème à résoudre et qu'on n'a pas la connaissance pour résoudre ce problème. OK. Mais là, on a des crises économiques parce qu'on a une monnaie, donc un truc qu'on gère 100%, qui ne fonctionne pas. Ça, c'est inadmissible. Voilà. Donc, on a une monnaie qui fonctionne pas et on n'a que celle-là en plus. Donc, je pense que la question de savoir s'il faut utiliser plusieurs monnaies, comme on dit en ce moment, elle est vite répondue. Hein. Voilà. Alors moi, j'ajouterais que Armand dit voilà, on a des crises, donc la monnaie ne fonctionne pas. Moi, je serais plus cynique que ça. Je pense que la monnaie est créée pour qu'elle soit manipulable et qu'elle puisse générer des crises. Donc, cette monnaie-là, ouais. Oui, voilà, cette monnaie-là, elle est faite pour ça. Elle est faite parce qu'elle est manipulée par des institutions très particulières. Et donc là, ce qu'on a là, pourquoi on veut créer le merci, c'est aussi pour que ça échappe
à cette manipulation des cours. Hein. Sauf que c'est avéré, hein, c'est pas du complotisme, hein, c'est avéré. Hein. On a le Japon, par exemple, des années 90, on a l'exact déroulé historique de la façon dont le cours monétaire, dont la bulle inflationniste a été créée, notamment sur l'immobilier. À un moment donné, le Japon avait une valeur mobilière qui était, je crois, 15 fois celle de la totalité des États-Unis. Ouais. Ça a été créé, ça a été fabriqué pour ensuite éclater au moment où donc le deep state le décidait et pour derrière recréer de la richesse toujours chez les mêmes, etc. Donc c'est pour ça que s'emparer de la création monétaire avec un système citoyen créé par la société civile, c'est nécessaire, c'est pour échapper à la création de ces cycles. Et c'est possible. C'est possible, ouais. C'est pas une utopie. Oui. Voilà. Non, c'est pas utopique du tout. Si vous êtes là, c'est pas voilà, c'est parce que le projet tient la route et que ça serait une belle avancée pour notre société et pour l'être humain, quoi. Ce serait quelque chose de. Je vois une question sur le revenu universel. Là, je pense que Armand peut répondre à ça parce qu'il a des bonnes données là-dessus. Ouais. Alors peut-être hors sujet. Tu l'as lis la question, Armand? Oui, donc peut-être en sujet ou déjà abordé, ce système ou nouvelle monnaie pourrait avoir une implication avec un possible revenu universel. Alors oui, totalement. Donc effectivement, on en a parlé tout à l'heure. C'est donc nous on l'appelle le revenu de base. Alors il est universel dans le sens où tout le monde le touche, travailleur ou non. Et donc il est justifié. Donc il y a un revenu universel qui est justifié de deux manières. J'expliquais. Donc la première, c'est si on est dans une société qui produit beaucoup et qu'on peut fournir à chacun de quoi vivre dignement, d'un point de vue éthique, il faut qu'on le fasse. Voilà. Et la deuxième justification, elle rejoint les idées de Bernard Friot, c'est de dire que nous avons beaucoup de travail qui est effectué dans notre vie privée, qui est du travail qui est fait en dehors de l'emploi. Donc les exemples courants, hein, tondre notre jardin, on fait le travail d'un jardinier, garder nos enfants, on fait le travail d'une nounou, je sais pas, réparer la voiture, c'est le travail d'un mécanicien, etc. Et ça, ce sont des millions d'heures qui ne sont pas du tout valorisées et qui, à mon sens, du moins devraient l'être. Donc le revenu de base permet aussi de favoriser cette forme de travail qui est pas liée à l'emploi. Oui, parce que là, on part de la maison sans avoir la boule au ventre, quoi. Alors, le revenu de base, il est censé permettre de vivre dignement. Donc, effectivement, on pourrait se permettre d'aller travailler gratuitement pour ce qu'on aime faire, donner des cours de danse, je sais pas quoi. C'est pas parce qu'on n'a pas un emploi, c'est pas parce qu'il n'y a pas un bout de papier qui dit qu'on est employé que la valeur qu'on crée, elle n'existe pas. Voilà. Dans le capitalisme, c'est le cas. Dans le capitalisme, c'est complètement absurde. Hein. Je vais redonner les exemples que Bernard Friot donnait, mais si on prend la tonte de pelouse, par exemple. Dans le capitalisme, si vous tondez votre pelouse, d'un point de vue économique, vous n'avez pas créé de richesse. À la limite, vous avez acheté un moment votre tondeuse, mais vous êtes en train de l'amortir, vous n'en rachetez pas une à chaque fois. Donc, c'est un bilan nul. Si vous faites appel à une entreprise de jardinage, là, vous allez les payer. Donc, l'entreprise va gagner des sous, ça compte dans le PIB, etc. Vous avez créé des richesses. Le même boulot a été fait. 2 personnes ont tondu la pelouse, mais bon. Troisième cas, admettons que votre mairie vous propose un service de tonte de pelouse, donc payé avec les impôts. Donc, destructrice de richesse cette fois. Oui. Donc, vous avez trois manières de faire la même chose, tondre une pelouse, qui dans un cas ne sera pas pris en compte. Dans l'autre sera une création de richesse, cette fois, quand c'est lié au capital d'une entreprise, il n'y a pas de souci, ça crée des richesses. Et dans le troisième cas, ce sera une destruction de richesse, puisque ce seront les cotisations et autres impôts qui l'auront financé, et non pas directement de votre poche. C'est quand même complètement absurde. Donc avec le merci, ces 3 valeurs-là sont tout à fait valorisées. Ces 3 travaux sont valorisés, puisque donc si c'est un particulier qui le fait, on le justifie via son revenu de base. Si c'est une entreprise qui le fait, on le justifie via son revenu d'activité qui est, je le rappelle, une création monétaire. Et pour le fonctionnaire, c'est la même chose, c'est une création monétaire aussi. Voilà. Donc, et c'est la compensation sociétale sur la vente des produits commerciaux qui permet de compenser les revenus de base et les revenus des fonctionnaires. Voilà. Plus évidemment le revenu du producteur. Et là, c'est des détails techniques. Mais bon. Après, si on veut vous contacter, s'il y a des gens qui, suite à ce live, veulent s'investir avec vous, il y a une adresse mail ou quelque chose? Alors là, on a mis en place un
un site prototype et derrière on a un email, donc vous pouvez, c'est contact@jeton-merci.org. Vous pouvez écrire à cette adresse-là. Donc contact@jeton-merci.org. J'espère qu'on a pu éclairer un petit peu, et c'est ce que je dis, les projets, il y a beaucoup de gens qui travaillent et on ne les met pas en valeur, ces projets-là. Et nous, on se met un point d'honneur à mettre les gens qui travaillent depuis des années sur des choses qui peuvent faire évoluer la société et le bien-être. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que je voulais que vous soyez là ce soir, parce que j'avais pas mal de questions. Alors, le premier CBC, c'est pas sa vocation, c'est la sécurité. Mais d'avoir une sécurité financière, c'est aussi quelque part garder le bien-être. Voilà. Et je voudrais un peu votre avis sur le ressenti actuellement de ce qui se passe un peu dans notre société. Elian ou Armand, si tu veux, un des deux, un tour de rôle. Bah, si vous voulez, moi, il y a le technicien qui va parler. Hein. J'ai envie de vous dire, mettez-vous à la blockchain. Trouvez une excuse, un truc qui vous plaira. Ça peut être par les jeux. Hein. Il y a des jeux qui utilisent la blockchain. Ça peut être par des systèmes de vote. Hein. Il y a des projets là-dessus qui se font. Trouvez-vous une excuse pour utiliser la blockchain quand vous aurez compris ce que c'est ce truc-là. Vous allez exiger, vous allez plébisciter ça de la part de nos dirigeants parce que une fois qu'ils l'auront mis en place, ils seront coincés, ils pourront plus, comme ça se passe aujourd'hui aux États-Unis, prétendre qu'il y a de la triche ou tricher. Et là, il n'y aura plus de questions de ce genre. Il y a plein de services qui coûtent très très cher aujourd'hui. On a le service notarial, le service bancaire qui coûte très cher. Vous vous rendriez compte qu'on peut s'en passer grâce à la blockchain. Donc voilà. Donc en tant que technicien, c'est ça. Je veux dire, écoutez pas ce que racontent les Bruno Le Maire qui veulent combattre le terrorisme en s'intéressant aux cryptos. Ce qu'ils combattent, c'est leur propre déchéance quand ils font ça. Hein. C'est pas le terrorisme. Donc voilà. Moi, mon message, c'est ça. C'est pas sociétal, c'est technique, mais je suis là pour ça ce soir. Donc je vous le dis. Tapez MetaMask, ou blockchain, intéressez-vous au sujet, c'est notre avenir qu'on va prendre en main grâce à ce genre d'outils. Ok, merci Armand. Elian? Oui, bon alors la situation actuelle, l'actualité est quand même assez extraordinaire. Hein. Je lisais un petit aphorisme là sur Internet là aujourd'hui, là ce matin, qui disait la quarantaine, c'est quand on enferme des gens malades et la tyrannie, c'est quand on enferme des gens en bonne santé. Et on est clairement dans un système qui pousse vers un autoritarisme qui est assez étonnant. Comme je le disais en off, on a une société, on a un système néolibéral qui s'était habitué à créer du consentement par l'industrie des loisirs, l'industrie du spectacle, par la profusion de la nourriture, la profusion des objets, en augmentant tout le temps le gâteau. Et tout d'un coup, bizarrement, le néolibéralisme, on l'a vu au travers de la répression violente des Gilets jaunes, est devenu autoritaire, est devenu violent, est devenu meurtrier. Et ça, c'est assez étonnant. On voit aujourd'hui que une épidémie donc d'un virus de type grippal, après on veut nous noyer dans le jargon de la technologie médicale, tout ça, c'est des conneries. Il y a une atteinte virale, comme il y en a eu des millions au travers de l'histoire humaine. Faut savoir, on est constitué essentiellement de bactéries, on est constitué de microbes, on vit grâce aux microbes. Et donc là, sous prétexte que un nouveau microbe arrive, qu'il est dûment répertorié, alors on en profite pour tester le contrôle des populations, on en profite pour tester la capacité d'obéissance à la bien-pensance diffusée par les médias, on teste la résistance ou non de la société. Et donc, on est en train de vivre réellement,
beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, mais on est en train de vivre une expérience autoritaire. On vit dans un kolkhoz, on vit aujourd'hui, ça y est, c'est fait, ils ont réussi à le faire. La société néolibérale n'en finit pas de s'inventer une image de dictature, de soft dictature, et ça y est, bah, si vous sortez, vous êtes contrôlé par des policiers, vous êtes infantilisé puisque vous devez produire vous-même votre attestation de sortie, et tout ça évidemment pour nous protéger, hein, parce que puisque désormais on sait que pour notre sécurité nous n'aurons plus de liberté, et c'est testé à grande échelle, donc c'est testé à niveau de la totalité de la population. Il y a contrainte par corps, hein, c'est-à-dire que si voilà, si vous ne vous soumettez pas à la dictature néo-puritaine hygiéniste, il va vous arriver des choses graves. Hein. Donc, vous allez être brutalisé, vous allez être évidemment verbalisé, et verbalisé jusqu'à des montants complètement délirants, hein, 1 500 €. Il y a des gens qui gagnent même pas 1 500 € par mois. Et donc évidemment, hein, le montant est calculé sur je dirais sur le SMIC, quoi. Hein. Bon, voilà. Donc vous déjà les smicards, donc on veut tous faire de nous des smicards, et en plus, si on ne se soumet pas à l'autorité, on nous enlève 1 mois de salaire, ce qui évidemment est intenable. Mais on a vu, Elian, ce régime créer un climat anxiogène. Oui, volontairement. On est culpabilisé après. On est coupable. Bien sûr, bien sûr. C'est là où ils ont été. Moi, je n'irai pas jusqu'à penser que le virus a été créé pour ça. Je pense qu'il y a de l'opportunisme de la part là aussi du système. C'est-à-dire que bon, ça fait un moment qu'on attendait une pandémie. Ah, enfin, elle arrive. Donc, on a vu, par exemple, le théâtre affligeant d'Olivier Véran, qui, à l'Assemblée nationale, dit oui, mais voilà, moi, j'ai vu un jeune de moins de 30 ans en train de mourir là dans une salle de réanimation. Et donc, d'un cas particulier, évidemment, il va pouvoir déduire qu'il faut tous nous enfermer parce que pour notre sécurité, il ne faudrait pas que nous aussi, on vienne à être intubés, alors que pour l'instant, on est surtout entubés. Moi, si j'avais été en face de ce sale type, je leur aurais dit, mais attends, bonhomme, toi, tu as vu un mec malade, mais moi, j'en ai vu des milliers d'importants. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, voilà, il faut réaliser qu'on est en train de rentrer petit à petit dans pour l'instant, une soft dictature et un autoritarisme qui, donc, vous voyez, ces mêmes gens là dénoncent les islamistes, dénoncent les poseurs de bombes, les coups de hachoir et les couteaux qui viennent égorger, mais dans le même temps, eux-mêmes pratiquent un puritanisme hygiéniste. Vous avez les puritanistes du Coran, vous avez les puritanistes de la Bible et des autres, vous avez même des puritanistes bouddhiques, hein, qui refusent d'écraser ne serait-ce qu'un insecte. Bon. Et vous avez désormais ces gens-là qui parlent de démocratie, donc le mot république à la bouche, en réalité, ils lui chient dessus, la République, et ils vont profiter d'un état de stupeur pour faire peser une chape de plomb sur la population au nom d'un puritanisme hygiéniste. Voilà. Ouais, donc, désormais, on n'a plus le droit d'être malade, et c'est entretenu par un système qui a été installé pendant 20 ans, où on a diminué le nombre de lits de 500 000 à 400 000, pendant que la population augmente, pendant que les besoins de spécialisation augmentent, et ces mêmes gens qui ont diminué les capacités de soins, nous font croire aujourd'hui qu'ils sont les super zorros de la santé publique. Un dernier petit mot, un truc que j'ai lu très drôle sur Facebook. J'ai le moral à Zorro. C'est la même chose que le moral à zéro, sauf que je suis masqué. Oui, c'est ça. Ouais. C'est un peu ça. Mais on voit aussi de l'incompétence quand même. Dans tous ces services dilués, personne ne prend de décision. C'est le conseil scientifique. On ne sait pas d'où ça sort.
Non, mais si tu veux, on appelle ça de l'incompétence parce que les gens normaux croient qu'ils sont là pour faire ce travail de gestion de la crise dans le meilleur, dans les meilleures conditions possibles, etc. Non, ces gens ne sont pas là pour ça. Ils sont très compétents pour faire ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire déstructurer l'État, tout vendre en pièces détachées, privatiser, faire profiter les copains. Non, non, ce sont des gens qui sont très compétents pour ce qu'ils ont à faire, mais pas compétents pour ce que nous, on croit qu'ils sont là pour Voilà. faire. C'est là le mensonge, c'est-à-dire qu'ils ne disent pas pourquoi ils sont là. La carotte est là. Il y en a qui croient qu'ils sont là pour construire quelque chose, hein, quand même. Oui, ils sont là pour construire quelque chose, mais qui n'est pas bon pour nous, quoi. Ils sont en train de construire une prison, mais en disant qu'ils vont nous libérer, bien sûr. C'est la novlangue. Ouais. L'inversion des valeurs. Non, mais la destruction, tu parlais de la destruction des lits, il y a la destruction des services médicaux en général, les déserts médicaux qui se font depuis des années, voire des décennies. C'est pas nouveau. Moi, j'ai des amis aussi bien dans le médical, médecins, infirmiers, ça râle. Ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Voilà. Ah oui, là, on nous fait croire que l'hôpital est sous tension. Mais l'hôpital, il est tout le temps sous tension. Il est sous tension depuis 15 ans, sous tension. C'est pas là. Alors, justement, ils ont réduit le nombre de lits. Et donc, maintenant, du point de vue de l'organisation sociale, on n'est même plus capable de faire face à un afflux supplémentaire de malades. C'est pendant qu'on soigne les malades du Covid, on ne soigne plus les arrêts cardiaques, par exemple. Donc, on a une augmentation des morts par infarctus parce qu'on ne soigne plus les gens d'infarctus. C'est ça. Donc, c'est de l'absurdité totale. Mais c'est là où on voit le discours, il n'est pas cohérent. Quand un chef d'État te dit on est en état de guerre, mais tu fais un effort de guerre. Tu sais ce que c'est un effort de guerre? C'est des lits, il aurait fallu en faire 20 000. C'est ça. Et c'est là où on voit, c'est là, et les gens sont en train de s'apercevoir de ça. C'est en train de se réveiller un peu partout. Ils se disent, mais ils nous prennent vraiment pour des cons. Ah oui, ils prennent la population pour des moujons, hein, comme dirait l'autre, là, un mélange de moutons et de pigeons. Et c'est ça, bien sûr. Non, mais eux considèrent qu'on est des imbéciles. Hein. Ils sont très méprisants, ils sont condescendants, ils n'ont aucun doute sur le fait que, pris en masse, on n'est qu'un troupeau et qu'il faut juste prendre un petit peu les formes pour parler, mais qu'après, dans les actes, évidemment, ils font tout autre chose. Oui. Bien, chers amis, on arrive à la butée de notre heure. On a même dépassé, mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'on a intéressé pas mal de personnes, ça les a éclairés. Il y a des liens qui ont été balancés notamment par Watchdog. La blockchain, juste un petit mot comme ça. Quelqu'un disait tout à l'heure que c'est difficile à faire accepter par les gouvernements parce que ceci, cela, la monnaie, entre la monnaie et la blockchain. La blockchain, notre ami Bill Gates veut s'en servir pour donner des identités, notamment aux Indiens, aux millions d'Indiens parce qu'ils ont de gros problèmes pour officialiser la civile. Hein. Donc ça va finir par tomber tout ça. Ouais. La blockchain va généraliser et va être utilisée par beaucoup de gens. Voilà. Après ça, je me pose une question. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité pour quelqu'un de malveillant de créer donc un programme de style de ce que veut faire Bill Gates et d'y incorporer quelque chose qui lui permettrait d'avoir malgré la blockchain, un contrôle total? Eh bien, il existe des solutions contre ça. En fait, quand on met un programme sur la blockchain, on a le choix aussi de dévoiler le code source de ce programme et de le faire certifier par la blockchain. C'est-à-dire que je ne peux pas mettre un autre code source que le code source du programme que je veux certifier. Donc, quand on veut faire du mécénat, forcément, on va mettre de la transparence. Donc, le mec qui vous dit « je veux aider les gens », par contre, vous ne voyez pas ce qu'il y a écrit dans mon contrat, dans mon programme, ce qu'on les appelle des smart contracts. C'est pour ça que je parle de contrat. Si il ne veut pas vous donner les codes sources du programme, eh ben, il n'y a pas de confiance qui peut se créer. Donc, dans ce cas-là, son truc ne sera pas utilisé. Voilà. Donc, la blockchain, moi, le merci, j'ai mis en place une version de test
il y a le code source. Vous pouvez, sur la blockchain, vous voyez le code source. Et le code source, c'est pas juste du code que j'ai balancé comme ça. Il y a la blockchain qui a été vérifiée, qui a recompilé, comme on dit, le programme, et qui a constaté que c'était effectivement le même résultat une fois compilé que ce programme que je prétends vouloir certifier. Donc voilà, donc on peut, donc c'est un choix quand on développe. Donc il y a les entreprises commerciales qui veulent utiliser la blockchain pour faire du business. Évidemment, c'est pas ouvert. Mais quand c'est une action citoyenne ou un mécène comme ça qui veut faire quelque chose, évidemment, faut qu'il fasse certifier son code, sinon personne ne le suivra. D'accord, très bien. Eh bien, chers internautes, merci à vous de nous avoir suivis. Merci Armand, merci Elian d'avoir participé à ce live. Et puis, les portes sont ouvertes, vous venez quand vous voulez. C'est toujours agréable de discuter avec sens. Ouais. Voilà. Merci bien. Merci pour votre accueil. Mais de rien, de rien. On a une gentillesse naturelle. Il en faut. N'oubliez pas, partagez et abonnez-vous à la page du premier CPC. Et je souhaite du courage à tous les frères d'armes. Et je les remercie pour les messages encore qui affluent. Oui, Bruno. Et oui, RFM. je vais remettre une couche parce que tu oublies toujours RFM, mon ami. RFM est ce premier CPC. Voilà, c'est un bloc indissociable. Ouais, c'est un blockchain. Voilà. Bonsoir à tous et merci. Bonsoir à tous, merci. Au revoir.